Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jeu de rôle où on continue d'approfondir un peu les règles de l'anneau unique, deuxième version. Aujourd'hui je vous propose d'aller plus particulièrement sur le combat. Alors le combat, évidemment on a une première partie qui va dépendre grandement de la manière dont le meneur de jeu définit les conditions du combat. Est-ce qu'on se trouve en forêt, en plaine, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il vente, est-ce qu'il y a de la neige, voilà, qui vont avoir un impact évidemment sur la manière dont le combat va se dérouler. Maintenant, d'un point de vue plus mécanique, le combat il est divisé en deux parties. On a une première partie d'attaque à distance, d'ouverture, qui correspond au moment où les deux protagonistes, les deux groupes d'ennemis et de héros vont courir vers l'un de l'autre avant de se toucher, et puis une phase de combat rapproché. Évidemment, les phases de distance d'ouverture, elles vont varier en fonction du terrain, en fonction de la topographie un peu du champ de bataille. En général, on va dire qu'il y a une phase d'attaque à distance avant que chacun arrive à se rejoindre au milieu, avant que le combat rapproché s'engage. Exceptionnellement, on pourra avoir 2, 3 ou plus de tours d'attaque avant le combat rapproché. À nouveau, ça dépend du champ de bataille, ça dépend un peu de la description qui est faite par le MJ. Des règles pour les attaques surprises, évidemment. Alors, quand les joueurs sont attaqués, comment ça se fonctionne? Tous les joueurs vont effectuer un jet de vigilance. Alors, vigilance, petit rappel, sur la fiche de personnage, si vous l'avez en anglais, ça correspond à Awareness, qui est la troisième caractéristique qui est issue de la colonne Force. Ceux qui échouent perdent leur attaque à distance et le premier tour de combat rapproché. Donc en effet, ça devient difficile et c'est particulièrement impactant si on loupe son jet de vigilance et qu'on est pris en attaque à surprise. A noter que selon les circonstances, on pourra remplacer le jet de vigilance par un jet de chasse, si on se trouve attaqué par un animal dans une forêt, etc. Ou alors par un jet de stratégie militaire, donc battle, qui se situe, donc chasse, hunting et battle, qui se situent tous les deux dans les colonnes de cœur, des compétences qui sont liées au cœur. Maintenant, si les joueurs veulent prendre en embuscade, tous les joueurs doivent réussir un jet de discrétion. Alors, voilà, si les joueurs le réussissent, dans ce cas-là, le groupe réussit son embuscade. Si on a plus d'échecs que de réussites, dans ce cas-là, on n'arrive pas et le groupe n'arrive pas à faire l'embuscade. Pareil, même impact, c'est-à-dire que si le groupe réussit à faire l'embuscade, les adversaires sont dépourvus de leur jet d'attaque à distance, puis du premier tour d'attaque au corps à corps. A noter que là aussi, la stratégie militaire, donc battle, peut remplacer la discrétion si le groupe est grand et que vous avez suffisamment de temps. Ou alors chasse, hunting, peut être utilisé dans les milieux naturels quand le groupe dispose d'assez peu de temps pour aller se cacher derrière tel endroit ou tel endroit. C'est la chasse qui va vous permettre de définir ce qui est le mieux et ce qui conviendra le mieux. Maintenant, rentrons un peu plus dans le cœur du combat, qui est le combat rapproché. Alors, le combat rapproché, chaque tour de combat rapproché va comprendre 3 étapes successives. La définition des postures de combat, l'engagement et la résolution de l'action. La définition de la posture de combat, dans les petits add-ons ou dans les petits bonus qu'on va pouvoir retrouver, on a des petites cartes que je vais vous montrer à l'instant sur l'écran où vous avez ces 4 postures qui sont présentes. Donc au début de chaque tour, les joueurs vont devoir choisir une posture de combat parmi 4 disponibles. Elles vont décrire un peu l'attitude que votre personnage va avoir pendant le combat. Donc il y a 3 postures de combat rapprochées et une posture de distance. Chaque posture va avoir un impact pendant votre tour, va vous donner des bonus et des malus, et puis va vous donner une capacité unique de combat que vous pourrez utiliser. Alors, quelles sont ces postures? Les 3 postures de combat rapproché, ça va être la posture offensive, la posture ouverte et la posture défensive. Et puis après, on a une posture à distance. La posture offensive. La posture offensive, elle vous donne un bonus qui va être, toutes vos attaques vont gagner un dé, donc un dé de succès, un dé 6, et toutes les attaques contre vous vont aussi gagner un dé. Donc on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus en effet à l'attaque, donc on fait plus de dégâts, mais on prend aussi beaucoup plus dans la tronche.
Vous avez une capacité de combat particulière qui est intimider un adversaire. Ça va nécessiter de faire un jet. Alors un jet de présence. Le jet de présence c'est O, c'est la première compétence que vous avez dans les compétences liées à la force. En cas de réussite, simple, c'est-à-dire le total est supérieur à votre valeur cible, ou TN, dans ce cas-là, tous les ennemis de puissance 1, donc ça, ou Might 1, ça c'est votre MJ qui connaît les ennemis et qui pourra vous dire, vont être fatigués sur leur prochaine attaque. Donc fatigué, petit rappel, c'est weary, et c'est le 1, 2, 3 sur les D6 ne compte pas, compte pour 0. Si vous avez une rune de succès présente, tous les adversaires de puissance 2 sont également touchés. Et si vous avez plus de 2 succès de présent, ça fait que tous les adversaires, peu importe leur might, sont touchés. La posture ouverte. La posture ouverte, c'est une posture neutre, standard. Vous n'avez pas de malus, vous n'avez pas de bonus non plus. Et par contre, vous avez une capacité de combat qui est présente, par contre qui peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Par ça, ça signifie que si vous êtes plusieurs à être en posture ouverte, il n'y en a qu'un seul d'entre vous, un seul joueur qui pourra faire cette capacité de combat. La capacité de combat, c'est rassembler ses compagnons. Alors pareil, ça nécessite de faire un jet d'inspiration. Donc inspiration, c'est Enerton, qui est le première compétence dans la colonne du cœur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous faites un succès simple, donc succès simple, pareil, après je reviendrai plus dessus, mais le succès simple, si votre total de lancer est supérieur à votre valeur cible en cœur, vous réussissez. Dans ce cas-là, tous les membres de la compagnie qui sont en posture offensive vont gagner un dé supplémentaire au prochain tour. Donc on voit qu'on commence à cumuler, on pourra cumuler les dés supplémentaires. Si vous avez une rune de succès, c'est tous les joueurs qui sont en posture ouverte et en posture offensive. Et si vous avez 2 ou plus runes de succès, ce sera tous les joueurs en mêlée qui vont gagner un bonus d'un dé supplémentaire pour le prochain tour. La posture défensive maintenant. Alors la posture défensive, évidemment, c'est un peu l'inverse de la posture offensive. Tous les jets d'attaque contre vous vont perdre un dé. Par contre, votre attaque va perdre un dé pour chaque adversaire qui vous engage. On va venir un peu après sur l'engagement pour que ça ait un peu plus de sens. Votre capacité de combat spéciale, c'est protéger ses compagnons. C'est un jet de stratégie militaire, donc bataille qui est le dernier battle, qui est la dernière compétence dans la colonne du cœur. En cas de succès, c'est tout simplement que la prochaine attaque qui vous cible, la prochaine attaque qui va cibler le joueur protégé, va perdre un dé. Donc l'adversaire va perdre un dé. Pour chaque succès supplémentaire, donc chaque rune supplémentaire, l'ennemi va perdre un dé supplémentaire. Donc vous avez par exemple un succès simple et 2 runes, ça fait que l'adversaire va perdre 3 dés sur ce jet d'attaque. Et donc a beaucoup moins de chances de toucher. La quatrième et dernière posture, qui est la posture à distance. Alors, elle est un peu particulière, c'est la seule posture à distance. C'est la seule posture qui fait que vous pouvez toucher tous les ennemis qui sont au corps à corps ou à distance, et vous ne pouvez être touché que par les ennemis à distance. Vous ne pouvez le faire évidemment que si vous êtes à distance, donc il faut qu'il n'y ait pas d'adversaire qui vous engage. On reviendra à nouveau juste après sur l'engagement. Cette posture, elle est limitée, c'est-à-dire que s'il y a 2 fois plus d'ennemis que de joueurs, vous ne pouvez pas être en posture à distance. Et vous avez un peu une règle de 2 pour 1, c'est-à-dire que pour un personnage à distance, il faut au moins qu'il y ait 2 personnages en mêlée. La capacité de combat, c'est préparer un tir. Pour ça, vous avez besoin de faire un jet de fouille. Donc fouille, ça correspond à scan, qui est le troisième compétence dans la colonne de l'esprit et intelligence, wits. Et si vous réussissez, en cas de succès simple, vous allez rajouter un dé à votre prochaine attaque à distance et plus un dé pour chaque rune de réussite. Voilà un peu pour la définition des postures de combat. Maintenant l'engagement. Alors l'engagement, c'est valable uniquement pour les personnages qui sont en mêlée. Il n'y a que les personnages en combat rapproché qui vont pouvoir engager des adversaires. Pour faire simple, un personnage de taille moyenne peut engager maximum 3 ennemis ou 2 grands ennemis.
Quand on va regarder des adversaires qui seront plus grands, par exemple un troll qui vont être en très grand, il pourra engager 6 adversaires d'un coup. Bon, ce qu'il faut retenir de manière générale, hein, c'est que une fois qu'on est en mêlée, on reste en mêlée tout le combat. On ne pourra pas se désengager pour aller repartir en arrière. Les règles d'engagement vont varier en fonction des conditions du combat. S'il y a plus d'ennemis que de joueurs, dans ce cas-là, c'est le meneur du jeu qui choisit. Hein, il va assigner un ennemi par joueur en mêlée, et après, pour chaque ennemi supplémentaire, il va décider si cet ennemi va venir engager en mêlée un des joueurs, ou alors s'il va rester en arrière afin de tirer à distance, tout simplement. Maintenant, si les PJ sont plus nombreux ou autant que les ennemis, les joueurs qui vont être en mêlée vont choisir quels ennemis ils engagent. Et si, alors évidemment, plusieurs joueurs peuvent engager le même ennemi. Hein. S'il reste des ennemis, dans ce cas-là, c'est OMJ qui choisit s'il va rentrer en mêlée et engager un joueur, ou alors s'il va rester à distance. Voilà, tout simplement pour la règle de l'engagement. La résolution des actions. Alors, règle simple, les membres de la compagnie jouent en premier, et après les ennemis jouent. Toujours. Hein, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de tout ça. Les actions des joueurs vont se dérouler en fonction de l'ordre de leur posture. Donc on commence par les postures de combat rapproché et en dernier la distance. Et donc l'ordre, ça nous fait posture offensive, posture neutre, posture défensive et distance. Voilà l'ordre dans lequel le tour va se jouer et après ce sera aux ennemis de jouer. Maintenant, quand c'est mon tour de jouer, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pouvoir choisir entre une action principale et après je vais pouvoir faire une action secondaire qui pourrait être avant ou après l'action principale. Les actions principales, c'est quoi? Alors c'est des exemples que je vous donne, évidemment, il peut y avoir d'autres choses. Une action principale, ça peut être évidemment attaquer, faire une capacité de combat, les capacités de combat qui sont liées aux postures qu'on choisit. Ça peut être se relever si on est tombé, ça peut être récupérer une arme, un bouclier, un casque qui est tombé ou qu'on a lancé, traîner un allié à l'abri, ou se déplacer au sein du champ de bataille. Les actions secondaires, pareil, toujours à titre d'exemple, ça peut être avancer ou reculer pendant le combat, alors ça va être par rapport à son adversaire, mais pas au milieu du champ de bataille, évidemment. Ça va être essayer de repérer un individu sur le champ de bataille, on va vouloir essayer de repérer le chef ou telle autre personne ou un allié. Ça peut être dégainer une arme, et ça peut être enlever son casque ou lâcher une arme, un bouclier, pour essayer de diminuer son poids et donc éviter d'être fatigué. Après, on a voilà un peu les actions. On va parler évidemment de la résolution des attaques. Les combats, imaginons, je combats à la hache et j'ai un niveau de 3 de combat en hache, un niveau de compétence de 3. Je lance mon D12 et 3D6. Je fais mon total. Si le total est supérieur à ma valeur cible en force plus le modificateur de parade de l'adversaire, dans ce cas-là, je le touche. Je vais faire les dégâts qui vont être montrés par l'arme. Les dégâts, c'est toujours marqué ici. Et après, je regarde le nombre de succès que j'ai avec mes D6 pour voir si j'augmente les dégâts ou si je veux des éléments un peu particuliers dessus. Pour revoir un peu plus en détail ce qu'ils font, je vous invite à regarder la vidéo sur les jets de dés qu'on a fait il y a quelques temps, où je reviens un peu plus en détail là-dessus. Donc ça, c'est faire des dégâts. Maintenant, si sur le D12, quand vous le lancez, vous faites un 10 ou vous faites la rune de Gandalf, dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle un coup perçant. Donc un coup perçant, c'est vous arrivez à passer la lame ou peu importe, entre une jointure de l'armure ou un endroit mal protégé. Et dans ce cas-là, vous avez des possibilités de faire plus de dégâts. Ou l'adversaire a des possibilités de faire plus de dégâts sur vous. Dans ce cas-là, si vous réussissez, vous faites un 10 ou une rune de Gandalf. Qu'est-ce qui se passe? L'adversaire va devoir lancer immédiatement un jet de protection. Le jet de protection, on a parlé tout à l'heure des dés de protection qui étaient donnés par l'armure. Donc vous vous rappelez, l'armure elle est ici. Hop, vous allez avoir ici des bonus de dés. Donc vous calculez quel bonus de dés vous avez. Si c'est une armure, ça donne entre 1 et 4 dés à peu près. C'est le nombre de D6 que vous avez lancé. Donc vous lancez ce nombre de D6 plus le D12, vous regardez votre niveau total. Et si vous réussissez à atteindre la valeur, et là il faut que la valeur cible, ça va être la valeur de blessure de l'arme en question.
Donc votre jet de protection doit être supérieur ou égal à la valeur de blessure de l'arme. Si c'est supérieur ou égal, vous êtes protégé, vous avez annulé le coup perçant. Au final, l'arme elle vous a touché à un endroit un peu moins protégé, mais malgré tout, c'est de la cotte de maille, ça a bien absorbé le choc, vous prenez rien. Si c'est pas le cas et que le jet de protection échoue, dans ce cas-là, vous avez une blessure. Donc une blessure, il faudra le noter évidemment en grisant la case blessure si c'est la première fois que vous avez une blessure. Et vous allez faire un jet de sévérité, donc vous lancez un des 12. Vous avez trois résultats possibles. La rune de Gandalf. Donc la rune de Gandalf, ça veut dire que c'est une blessure modérée. Au final, vous a fait mal, vous a sans doute coupé le souffle. Vous avez peut-être une côte de cassé. Mais vous allez réussir à guérir de la blessure et à la fin de la partie, à la fin du combat, pardon, vous pourrez enlever cette blessure. Hein, c'est vraiment temporaire. C'était méchant, mais pas trop. Un jet entre 1 et 10, ben ça va vous indiquer la sévérité de la blessure et donc combien de jours il va vous falloir pour guérir de cette blessure. Hein, X jours, X étant ben voilà, les résultats que vous avez. C'est là où guérison, je me permets de revenir dessus, va être hyper intéressant, parce que pour chaque succès, vous allez annuler un jour de blessure, ce qui est quand même pas mal. Et enfin, le pire, si on arrive sur des 12 sur l'œil de Sauron, c'est une blessure critique, vous êtes mourant et votre endurance arrive à zéro. Quand on est mourant, qu'est-ce qui se passe? Quand on est mourant, tout simplement, il va falloir être soigné dans l'heure suivante, sinon on est mort. On peut être mourant, du coup, lorsqu'on est blessé, si on fait en sévérité l'œil de Sauron, ou alors si on obtient sa seconde blessure. Deux blessures, vous êtes mourant, endurance à zéro, il faut une heure pour vous, il faut vous soigner dans l'heure, sinon votre personnage disparaît. Et enfin, on va pouvoir parler des complications et avantages. Alors les complications et avantages, ça va être un peu ce qui va venir, les modificateurs un peu du terrain, qui va en donner et qui vont faire gagner ou qui vont faire perdre des dés aux joueurs ou à l'adversaire. Hein, ça va être, par exemple, vous essayez de tirer de loin alors qu'il y a du brouillard, vous allez perdre 2 dés sur votre jet. Au contraire, vous êtes en hauteur, vous essayez de tirer, vous gagnez un dé. Voilà. Ces complications et avantages, il y a aussi la possibilité de les annuler ou d'aller les chercher. Et pour ça, il va falloir faire un jet de stratégie militaire, donc battle. Hein. Battle, toujours le dernier sur la ligne de compétences du cœur. C'est considéré comme une action principale, vu que c'est une action vu que ça requiert un jet. Donc pour enlever une complication, un succès simple, ça va enlever la complication pendant un tour. Et en cas de réussite avec une rune ou plus, hein, donc les runes ou plus, c'est les succès avec rune, c'est les runes qui se trouvent sur les D6, hein, les dés de succès. Dans ce cas-là, la complication est retirée pendant toute la durée du combat. Hein, donc vous arrivez malgré tout à vous repérer dans le brouillard, et ce pendant tout le long du combat. Pour gagner un avantage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un jet de stratégie militaire, on regarde le succès, un succès simple, ça donne un avantage au prochain tour, donc un dé ou 2 dés. S'il y a une ou plusieurs runes de succès, dans ce cas-là, on a un avantage pour toute la bataille. Et voilà pour les règles du combat, qui sont, ma foi, assez simples. La prochaine vidéo se fera sans doute sur les règles de l'exploration. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de like et de mettre un petit like et de souscrire à la chaîne.